Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. La capsule d'aujourd'hui va nous permettre de comprendre les origines de la fondation de Rome, à travers ses mythes, mais aussi à travers les traces de son histoire. Nous verrons comment les Romains se sont appuyés sur des croyances pour bâtir ce qui va devenir l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Que sait-on vraiment de la naissance de cette cité située en Italie, en bordure de la mer Tyrrhénienne ? Si on regarde la frise, on peut d'abord constater que la naissance de Rome remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que les Romains apparaissent alors que la civilisation grecque existe déjà depuis le néolithique. Les Romains et les Grecs se sont donc côtoyés. En revanche, si la civilisation grecque n'existe plus en tant que telle à partir de 146 avant Jésus-Christ, celle des Romains, quant à elle, perdure jusqu'en 476 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle se poursuit bien après celle des Grecs. On peut donc déjà comprendre que les Romains apparaissent 900 ans après les Grecs. Les Romains et les Grecs se sont côtoyés pendant environ 700 ans. Enfin, les Romains ont disparu à leur tour 652 ans après les Grecs. Si on regarde les cartes maintenant, ce que l'on peut voir, c'est qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, les deux grandes civilisations qui dominent le bassin méditerranéen sont la civilisation grecque et la civilisation carthaginoise. Preuve en est les nombreuses colonies que les Grecs ont fondées en Espagne, en Gaule, en Italie, autour de la mer Noire ou encore en Asie mineure, alors que les Carthaginois, eux, se sont installés plutôt sur les rivages de l'Afrique du Nord ou encore en Mésopotamie. Bref, les Grecs dominent le nord du bassin méditerranéen, les Carthaginois, eux, le sud du bassin méditerranéen. Et là-dedans, Rome n'est alors qu'une toute petite cité d'Italie. Mais 500 ans plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la situation est bien différente, car la carte nous montre que Rome domine la totalité du bassin méditerranéen, et elle étend sa domination de l'Atlantique à la Syrie, de la Manche à l'Égypte. Mais alors que sont devenus les Grecs et les Carthaginois ? Ils ont été simplement absorbés ou intégrés par les Romains après des conquêtes, et leur territoire fait désormais partie intégrante du territoire romain. Revenons maintenant sur les origines de cette cité. L'état de nos connaissances provient de différentes sources. D'abord, elles proviennent des légendes. Parmi ces légendes, on en compte deux, le mythe d'Énée, mais également le mythe de Romulus. Ensuite, ces connaissances nous viennent des cartes géographiques, qui nous fournissent des précisions en termes de topographie. Elles proviennent également de l'archéologie, qui nous permet de dater la première occupation du site de Rome par les hommes qui ont laissé des traces de leurs habitations et de leurs activités. Enfin, ces connaissances nous viennent des auteurs anciens qui ont écrit sur l'histoire de la cité, et notamment Virgile et Tite-Live. Commençons d'abord par les légendes et la toute première, le mythe d'Énée. Ce mythe raconte qu'un grec du nom d'Énée était le fils d'Anchise et de la déesse Aphrodite. C'était un guerrier courageux qui fut l'un des principaux chefs troyens pendant la guerre de Troie, le plus vaillant guerrier après Hector. Lors de la destruction de Troie et le meurtre de Priam et de sa famille, Énée s'enfuit de Troie saccagé, portant son père Anchise aveugle et paralysé sur son dos, traînant son fils Ascagne d'une main et tenant dans l'autre les dieux de la cité ainsi que le Palladium. Énée s'embarque alors pour les Hespérides, c'est-à-dire l'Occident mal connu. Au cours d'un voyage mouvementé, il fit escale en Thrace, passa par Délos, puis arriva en Crète. Pendant plus de 7 ans, il erre ensuite sur la mer à la recherche d'un rivage pour l'accueillir, bravant les tempêtes et la colère des divinités, en particulier celle d'Héra. Au cours de ce voyage, son père Anchise meurt après avoir fait étape en Sicile, à Drépano. Parvenu enfin sur les côtes d'Italie, à Cune, il se dirigea vers le Latium. Il s'installe donc dans cette région de l'Italie avec ses compagnons de voyage. Que peut-on retenir de ce mythe ? D'abord, les premiers habitants de Rome sont des Grecs. Rome ne serait donc qu'une colonie grecque, et les Romains seraient des descendants des Troyens. Ce mythe montre la volonté des Romains d'apparaître comme des successeurs légitimes de la puissance grecque. Ensuite, Énée serait le symbole du respect envers les dieux et la famille.
Mais que peut-on réellement considérer comme vrai dans ce mythe? Les origines grecques des Romains? Pourquoi pas, car les Grecs ont fondé beaucoup de colonies en Italie. Les origines troyennes des Romains? Beaucoup moins sûr, car la guerre de Troie se déroule environ vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que les plus anciennes traces d'occupation humaine à Rome, elles, ne datent que du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit 400 ans plus tard. Enfin, l'existence d'Énée? Aucune certitude. En tout cas, grâce à ce mythe, les Romains s'inscrivent dans la continuité des Grecs. Voyons maintenant le deuxième mythe, celui de Romulus. La légende raconte qu'Ascagne, fils du héros troyen Énée, aurait fondé la ville d'Albe la Longue sur la rive droite du Tibre. Beaucoup de ses descendants y ont régné jusqu'à l'arrivée d'un certain Numitor et de son frère Amulius. Ce dernier détrôna Numitor et pour qu'il n'existe aucune descendance qui puisse lui voler le trône, il condamna la fille Rhea Silva à être prêtresse du dieu Vesta pour qu'elle reste vierge. Malgré cela, Rhea Silva donna naissance aux jumeaux Romulus et Rémus, engendrés par Mars, le dieu de la guerre. Lorsqu'ils sont nés pour être sauvés, les frères ont été jetés dans le Tibre, placés dans un panier qui a échoué près de la zone des 7 collines situées près de l'embouchure du Tibre. Une louve, appelée Luperca, s'est alors approchée du fleuve pour boire. Elle les a récupérés, allaités dans sa tanière au mont Palatin, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés et sauvés par un berger du nom de Faustulus, qui les fera élever par sa femme. Devenus adultes, les jumeaux restaureront leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe la Longue et fonderont une ville sur la rive droite du Tibre, à l'endroit où ils ont été allaités par la louve, pour finalement y devenir rois. La légende raconte également comment Romulus a tué Rémus. Près de l'embouchure du Tibre, il existait 7 collines. Les monts Aventin, Caelius, Capitole, Esquilin, Palatin, Quirinal et Viminal. Romulus et Rémus n'étaient pas d'accord sur l'endroit où devait se fonder la ville. Ils décidèrent donc d'observer le vol des oiseaux à la manière étrusque. Romulus vit 12 vautours survoler le Palatin, et Rémus n'en aperçut que 6 depuis d'autres collines. Pour délimiter la nouvelle ville, Romulus traça alors une enceinte creusée par une charrue au sommet du mont Palatin, et il jura de tuer quiconque qui franchirait son enceinte. Rémus désobéit et pénétra à l'intérieur en se moquant de son frère. Celui-ci, énervé, le tua et fut l'unique et premier roi de Rome. Cet événement aurait eu lieu en l'an 753 avant Jésus-Christ, selon la version de l'histoire officielle de la Rome antique. Que peut-on là encore garder de ce mythe? D'abord, le nom de Rome vient certainement de celui qui l'a fondée et l'a gouvernée, peut-être bien Romulus. Ensuite, les premiers habitants se sont installés sur le mont Palatin, car les premières traces d'habitation ont été retrouvées sur cette colline. Ensuite, la ville de Rome est construite sur le modèle grec, avec une enceinte pour la protéger. Enfin, l'origine de Rome remonte au 8e siècle, c'est ce que confirment en tout cas les fouilles. Maintenant, croisons ces mythes avec ce que nous disent les cartes sur la topographie de la ville. Rome est une cité composée, effectivement, je l'ai dit, de 7 collines. Et située en bordure du Tibre, dans la région du Latium, en Italie. Ensuite, Rome est peuplée par un peuple qu'on appelle les Étrusques. Et dans la région du Latium vivent également d'autres peuples appelés les Sabins et les Latins. Enfin, Rome a d'abord été dirigée par des rois, car nous avons trouvé des traces de palais royaux. Elle a été construite sur le modèle d'une cité grecque, avec une muraille pour la protéger, une place publique appelée Forum, remplaçant le terme grec de agora, un temple dédié au dieu protecteur de la cité, ici, le temple de Jupiter. Ces informations sont ensuite confortées par des fouilles archéologiques. Celles-ci ont permis de découvrir les premières traces d'occupation remontant au 8e siècle. Rome était alors un village. Ces informations sont ensuite confortées par les fouilles archéologiques. Celles-ci ont permis de découvrir les premières traces d'occupation remontant au 8e siècle. Rome était alors un village fortifié dont les habitants étaient très probablement des bergers qui vivaient dans des cabanes.
En effet, les archéologues ont trouvé des traces de poteaux servant de structure principale pour des maisons rondes, supportant un toit en paille ou en branchage. Au centre de ces habitations, on peut constater la présence d'un foyer. Ce n'est que 200 ans plus tard, au VIe siècle, à l'époque des rois étrusques, que le village devient petit à petit une ville, car Rome s'agrandit et s'aménage en s'équipant d'abord d'égouts, appelés Cloaca Maxima, puis d'une grande place, puis une nouvelle muraille, et enfin un temple. Enfin, que disent les auteurs anciens? D'abord, ce sont Virgile, puis ensuite Tite-Live, qui nous donnent des informations sur l'histoire de Rome, mais le problème c'est que leurs récits datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 700 ans après la fondation de la ville. Ils écrivent que Rome a été construite sur les bords du fleuve pour faire du commerce, et qu'elle est entourée de collines et de vallées fertiles. Ces auteurs font référence à des rois qui ont gouverné Rome. L'existence de certains d'entre eux ne peut pas être confirmée de manière sûre. Nous dirons donc que ce sont des rois prétendus ou légendaires, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Rome n'est alors qu'un village composé de cabanes. En revanche, Virgile et Tite-Live précisent ensuite que c'est à l'époque des rois étrusques, et notamment du roi Tarquin, que les marais sont asséchés. Puis le roi Servius Tullius agrandit la ville du Palatin vers le Quirinal, en la protégeant par une muraille. Que sont alors devenus ces mythes, ces croyances dans le monde romain? D'abord, ils font partie de la croyance commune. Ensuite, ils ont été récupérés par des dirigeants politiques afin de légitimer leur pouvoir. Par exemple, à l'époque de la République, Jules César, général et sénateur romain, remporte la guerre contre la Gaule par la conquête de cette nouvelle province entre 58 et 52 avant Jésus-Christ. Ces victoires lui donnent un immense prestige, lui permettant de rentrer à Rome auréolé de gloire et ainsi de célébrer son triomphe. Il profite alors de ce prestige pour s'emparer du pouvoir et devient dictateur à vie. Afin de justifier son pouvoir, il prétend alors descendre d'Énée et donc de Romulus, les fondateurs légendaires de Rome. Il est élevé au rang de demi-dieu. Après l'assassinat de César par un groupe de sénateurs, son neveu et fils adoptif, Octave, reprend le même procédé. Il commence d'abord par remporter la guerre contre son adversaire Marc-Antoine, qu'il bat à la bataille d'Actium en 30 avant Jésus-Christ. Puis il met fin à la République et fonde un nouveau type de régime, l'Empire, en 27 avant Jésus-Christ. Héritier de Jules César, il met lui aussi en avant ses origines divines et légendaires pour s'élever de son vivant au rang des dieux. En résumé, César, puis ensuite Auguste, utilisent les croyances pour affirmer leur filiation avec les fondateurs légendaires de Rome afin de légitimer leur pouvoir. Ils utilisent également les mythes pour justifier qu'ils sont des hommes hors du commun, des demi-dieux ou des dieux, ce qui leur donne le droit de diriger les Romains. En conclusion, Rome s'est construite autant sur des légendes que sur des faits historiques. Elle est progressivement passée d'une royauté à une république, puis à un empire. Cette petite cité d'Italie devient au 1er siècle un immense empire qui domine le bassin méditerranéen.